Bienvenue à cette édition de la ligne de front que nous ouvrons par un témoignage, le témoignage du professeur André Bourgeot à propos du dialogue pour la réconciliation nationale. Le professeur André Bourgeot est directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique de France. Cet anthropologue connaît bien le Sahara pour y avoir séjourné dans les années 70, précisément en Algérie, au Mali et au Niger. Le professeur Bourgeot est au micro de Niaza Koulibaly. Si le mouvement national de libération de l'Azawad dit on a commis des erreurs, on accepte le désarmement, on va faire amende honorable, là il crée une situation politique nouvelle qui peut aller dans le sens d'un dialogue restauré. Ensuite, négociation, on verra. Mais la position actuelle du MNLA, c'est on ne veut pas de l'armée malienne sur le territoire de Kidal, on ne veut pas non plus des militaires de la CEDEAO sur ce territoire de Kidal. Dans ces conditions, comment voulez-vous engager un dialogue à partir du moment où il réaffirme, en définitive, c'est une réaffirmation de l'indépendance. Donc on ne peut pas négocier avec des groupes armés qui continuent à dire nous on ne veut pas être dans le Mali. Donc là ça bloque, bien que le discours des responsables du MNLA soit tout le temps on veut dialoguer, etc. Mais c'est la partie malienne qui ne veut pas dialoguer. Bon, finalement c'est un dialogue de sourds. Ça cache quand même des choses qui sont un petit peu inquiétantes. Si je veux négocier avec vous, ça veut dire que nécessairement je vais dans le sens d'un compromis. Donc il faut créer les conditions d'un compromis pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler, pour pouvoir pour voir quelles sont les concessions que l'on peut faire de part et d'autre. Sinon, c'est pas possible. Alors, comment vous comprenez cette position française qui dit en substance qu'il faut négocier avec le MNLA? Bon, ça relève des décideurs politiques français, mais on ne peut pas poser le problème des négociations comme étant un en soi, indépendamment des conditions de la négociation. Il existe une constitution au Mali qui est celle de 91, donc se pose le problème de la constitutionnalité des négociations et des groupes avec lesquels négocier. Or, me semble-t-il, la constitution malienne de 91 n'ouvre pas la porte pour la négociation avec des groupes armées qui veulent l'indépendance et qui refusent de reconnaître la présence de l'autorité militaire sur son territoire. En conséquence de quoi, c'est complètement bloqué. Alors maintenant, il y a peut-être aussi d'autres stratégies que je ne connais pas en relation avec les otages, ce que vous voulez, peut-être. Mais je tiens quand même à dire une chose, c'est que le MNLA qui dit nous on sait où se trouvent les otages, vous pouvez rien faire sans nous, c'est faux. Vous avez quand même le colonel-major Raji Gamou qui connaît particulièrement bien cette région et qui peut lui aussi intervenir dans cette partie-là. Or, je constate, et ça c'est quand même quelque chose qui m'interpelle, que le Raji Gamou, on le cantonne à Gao et peut-être même à Menaka, mais on l'interdit d'aller à Kidal. Donc quelque part ça dérange dans les conditions d'autorité et d'ordre au sein de l'armée. Il y a peut-être une réorientation qui se fait, mais ne pas les mettre sur la touche. Je crois que les mettre complètement sur la touche serait probablement une erreur. Mais négocier avec eux, ça implique des conditionnalités. Et si ces conditionnalités ne sont pas respectées, ça veut dire qu'ils ne veulent pas négocier. Nos invités sur la ligne de front sont Khomeini Belko Maïga et le docteur Akori Ag Iknan, respectivement président du Conseil régional de Kidal et président des ressortissants de Kidal. Ils tirent sur la sonnette d'alarme pour la libération totale de la région de Kidal où les populations sont prises dans un étau où le MNLA sème la terreur. Et les deux invités sont au micro de Abbas Famougouri Traoré. Monsieur le Président, aujourd'hui, quelle est la situation au niveau de votre région Kidal? Merci de nous inviter sur ce plateau. Je pense que la situation à Kidal aujourd'hui est celle que vous connaissez, c'est-à-dire les Français sont aujourd'hui à Kidal. Ils sont au niveau de l'aéroport de Kidal. Il y a aussi les troupes tchadiennes qui sont dans les camps 2 et aux alentours de Kidal. Mais aussi, il y a aussi des forces en présence, notamment les MNLA qui sont à Kidal. Et les trois cohabitent auprès des populations aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation et qui ne comprennent pas un peu l'absence de l'État. Voilà un peu la situation
sur le terrain aujourd'hui. Beaucoup disent que les MNLA ne représentent rien. Qu'est-ce qu'ils font à Kidal aujourd'hui? Les MNLA aujourd'hui à Kidal, en fait, c'est une partie des MNLA et une partie dans Sardine. Ce n'est pas seulement les MNLA, c'est les deux groupes qui ont pratiquement fusionné pour s'installer à Kidal. Les populations sont réfractaires à ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kidal. Les MNLA n'ont jamais eu de soutien populaire, je le confirme, dans la région de Kidal. Et il s'est imposé, il a profité de cette situation pour s'imposer aujourd'hui dans la région de Kidal. Notamment dans la ville de Kidal, après le départ de certains éléments, j'ai bien dit de certains éléments dans Sardine. La population n'adhère pas, et je le confirme, la population de Kidal n'adhère pas à ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kidal, notamment la pression que les MNLA exercent sur les populations. Est-ce que vous avez ces informations, vous les avez données aux plus hautes autorités? De toutes les façons, nous sommes en contact avec notre ministère à travers notre gouverneur, et toutes les informations que nous avons, on informe notre gouverneur au fur et à mesure de l'évolution des choses. Docteur Akouri, cette situation, comment vous la percevez? Ça veut dire que le MNLA est toujours là? Justement, malheureusement, malgré nous, effectivement, le MNLA est présent, non seulement à Kidal, mais aussi à Tessalit. Et je voulais juste rappeler qu'à Tessalit, quand ils sont arrivés, ils ont tenté de rencontrer les populations. Les populations n'ont pas accepté de les rencontrer pour leur dire dans tous les cas, c'est vous qui avez chassé nos élus que nous connaissons, qu'ils ont cités, la présidente du conseil de cercle de Tessalit, les élus, le maire, etc. Et tout. Donc, nous, c'est eux qu'on reconnaît. Tant qu'ils ne sont pas là, nous n'avons absolument rien à vous dire. Il y a cette urgence-là, docteur, mais il y a aussi l'urgence humanitaire. Les édifices publics, quand même, contrairement aux autres régions comme Tombouctou ou même Gao, n'ont pas été atteints. Est-ce que c'est la même réalité à Kidal aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour les protéger? Quelles sont les urgences? Bon, je pense qu'effectivement, le Kidal a eu cette chance de voir la plupart des édifices qui n'ont pas été saccagés, même si effectivement les édifices publics ont été vandalisés pour enlever la plupart des équipements publics bien sûr, mais au moins ils n'ont pas été détruits, c'est-à-dire les immeubles n'ont pas été presque atteints. Et la région a cette chance aussi, effectivement, comme une partie de Gao, où au plan sanitaire, nous avons en son temps formé des ressortissants de la région pour s'occuper de la santé des populations. Et c'est cette chance que nous avons à Tessalit, il y a des agents de santé de la localité, à Kidal aussi il y en a, donc c'est eux qui prennent en charge sur le plan sanitaire les populations. Mais aujourd'hui, la situation humanitaire est telle que la frontière algérienne étant fermée, et que les gens ont du mal à venir à Gao, traditionnellement même ce n'est pas la zone habituelle où les gens vont s'approvisionner, c'est l'approvisionnement essentiellement fait à partir de l'Algérie. Donc aujourd'hui les gens sont pris dans un étau. Donc effectivement la situation humanitaire devient de plus en plus préoccupante. En particulier en direction des enfants, la situation nutritionnelle certainement se dégrade de plus en plus. Donc je pense qu'une action doit être menée pour venir en aide à ces populations qui se retrouvent, j'allais dire, vraiment dans un étau. Président, le retour de l'administration, puisqu'il y a des urgences et des élus est vivement attendu, qu'est-ce que vous attendez ici à Bamako? Merci. Je pense que tout dernièrement, nous avons eu une rencontre avec notre ministère des tutelles qui nous a instruit, dès que les conditions soient réunies, de rejoindre. Actuellement, pour Gao, Tombouctou, je pense que ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais pour la région de Kidal, il y a certains préalables. Lesquels? Le premier préalable, c'est aujourd'hui, nous ne pouvons pas... D'abord, il y a des hommes en armes qui sont réfractaires au retour de l'administration et des fonctionnaires de l'État. Et de certains élus. Il faut d'abord désarmer ces hommes qui sont en armes dans la ville de Kidal. Il faut ensuite le retour de l'armée malienne et ensuite suivra le retour de l'administration et des élus.
Sans quoi, moi, en tant qu'Homéni, je peux retourner à Kidal demain si je le veux, mais sous les drapeaux du Mali, je ne retourne que sous ces conditions. Et c'est valable aussi, je sais que pour le gouverneur et pour d'autres fonctionnaires. Donc, il faut une certaine sécurité de tous ces gens avant de partir. Deuxièmement, nous ne pouvons pas partir après 9 mois d'absence, comme ça pour des populations qui traversent des difficultés. Nous ne pouvons pas partir sans qu'on ait un plan d'urgence pour ces populations, ou bien qu'on puisse apporter quelque chose. Je l'ai dit à certains partenaires, et on est en train de discuter avec beaucoup de partenaires là-dessus, l'État, les partenaires, pour dire nous sommes d'accord à retourner, mais il y a un minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est de rétablir l'électricité et l'eau à Kidal. Il n'y a pas l'eau potable. C'est aujourd'hui de fournir un médicament, parce que l'approvisionnement n'est plus assuré en médicaments des centres de santé. C'est de trouver, ne serait-ce que des céréales, du lait pour les enfants et penser à la réouverture de l'école. L'autre urgence aussi, docteur, c'est la réconciliation. Comment vous voyez avec les ressortissants, est-ce que vous en discutez souvent, la réconciliation entre vous, parce que le MNLA quand même, c'est essentiellement des Kidalois. Je voudrais rectifier que le MNLA, ce n'est pas essentiellement des Kidalois. Il y a beaucoup moins de gens de Kidal, comme les gens. Je pense qu'il est important de préciser que les MNLA, c'est majoritairement, c'est vrai qu'il y a des Touaregs, c'est majoritairement des gens de Gao, de Tombouctou. Il y a quelques gens de Kidal. Donc c'est tout sauf majoritairement de Kidal. Ça, je crois que c'est important à savoir. C'est une information de taille qu'il faut comprendre. Et initialement, il y avait des gens de Kidal, mais dès que le Ansardine a été créé, la plupart se sont retrouvés à Ansardine. Et donc finalement, à un moment donné, il n'y avait presque plus personne de Kidal au sein du MNLA. Et donc aujourd'hui, je crois que il n'est pas très aisé de faire la démarcation entre ces différents transfuges, que ce soit dans Sardine ou du MNLA. Mais majoritairement, ce n'est pas des gens de Kidal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons toujours dit, je crois que les ressortissants de la région de Kidal que nous sommes, nous avions été l'un des premiers dans ce pays à pouvoir dire nous sommes pour le dialogue. Nous avons bien dit le dialogue, parce que le dialogue c'est un élément essentiel, indispensable à toutes les étapes. En mettant de côté les prétentions de la division du pays. Exactement, naturellement. C'est-à-dire même, j'allais dire, à un moment donné, si on avait amorcé le dialogue, il était possible d'extirper certains éléments et les faire accepter, n'est-ce pas, de rentrer dans les jurons de la République. Et c'est ça les vertus du dialogue. Et lorsqu'on dit qu'on ne dialogue pas, je pense qu'on ferme toutes les portes. Et pour moi, les portes doivent être ouvertes pour les bons esprits, les gens qui se ravivent, et pour essayer de rentrer dans les jurons de la République avec ces conditions régaliennes qui ne sont pas du tout négociables. Donc, je fais la différence, la négociation et le dialogue, pour sauvegarder la laïcité de l'État, sauvegarder l'indépendance et le système démocratique en République du Mali. Donc, pour nous, le dialogue, il est nécessaire. Mais dialoguer avec qui? Ça, c'est une question extrêmement importante. Nous avons dit que dans la région de Kidal, si aujourd'hui le dialogue se faisait comme par le passé avec ceux qui ont pris des armes, je pense que ça risque de poser des problèmes. Il faut négocier, dialoguer avec toutes les parties prenantes de la zone, c'est-à-dire toutes les communautés de la zone. Parce qu'il y a déjà un dialogue intracommunautaire qu'il faut vouloir amorcer d'abord, et ensuite maintenant un dialogue entre justement ces communautés et toutes les autres communautés du pays. Donc pour moi, le dialogue est indispensable, mais avec toutes les composantes du pays. Pas seulement les hommes en armes, qui ont pris les armes. Voilà, avec le pays. Aujourd'hui, on parle de l'arrivée des casques bleus comme casques tampons, mais vu leur expérience dans certains pays, vous, quelle est votre appréciation de l'arrivée des casques bleus au Mali? Les casques bleus, je ne connais pas les termes de référence entre le Mali et les Nations Unies pour l'envoi des casques bleus au Mali, mais si tel était que dans leurs termes de référence, c'est juste une interposition, je ne pense pas que ça soit opportun aujourd'hui. Aujourd'hui, la préoccupation de tous les Maliens que nous sommes, c'est la paix, la quiétude. Et il ne peut pas avoir de paix lorsque les armes circulent n'importe comment et aux mains de n'importe qui.
Donc la pacification est la condition première. Deuxièmement, si les missions qui vont être assignées à cette force, c'est de faire en sorte d'être, j'allais dire, un système sentinelle pour veiller à ce que toute velléité, en tout cas toute possibilité de mettre cette paix qui va être acquise, ou en tout cas cette tranquillité qui va être acquise, la mettre en mal, effectivement, ils doivent intervenir pour parer à ça. Président Maïga, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de la réconciliation en vue et puis de la présence, en un tour de mots, de la présence des casques bleus aussi? La réconciliation est une obligation, mais elle ne pourra se faire dans l'impunité. Il faut aujourd'hui que ceux qui ont fauté payent. Il faut que tous ceux qui sont sous mandat d'arrêt soient arrêtés et jugés dans les normes. Il faut que tous les élus qui sont impliqués dans cette rébellion, qui ont détruit la mémoire, notre mémoire, nos archives, qu'ils soient interpellés. Il faut que tous ces militaires qui ont pris les armes, qui prennent les armes régulièrement depuis de 90 à aujourd'hui, qui sortent, qui reviennent, qu'ils répondent devant la justice militaire. Je pense que dans un État démocratique, ils doivent répondre devant la justice. C'est à ce seul prix que les populations pourront s'asseoir et discuter. Moi, je ne peux plus parler de négociation. Je parle de dialogue. Pourquoi? Déjà, quand les différents mouvements, les chefs des différents mouvements sont interpellés par la justice, quand demain les élus seront interpellés par rapport à ce qu'ils ont fait, quand les militaires seront interpellés à ce qu'ils... On va dialoguer avec qui? Il ne va rester que les populations. C'est un dialogue, comme l'a dit le professeur Akori, c'est un dialogue intra- et intercommunautaire, inter entre nous et inter entre les autres communautés. Et la présence des casques bleus? Avant d'arriver au casque bleu, je voulais dire que nous sommes prêts. Actuellement, nous préparons, dans le cadre de la société civile, des missions de sensibilisation pour un mieux vivre ensemble. Actuellement, le COREN, la Coalition pour le Mali, et dans le cadre du Centre de dialogue humanitaire, beaucoup d'organisations veulent aller sur le terrain pour préparer le mieux vivre ensemble, qui est aujourd'hui quelque chose de très important. En ce qui concerne les casques bleus, honnêtement, personnellement, moi je ne vois pas les casques bleus. En général, c'est une interposition. Interposition entre qui et qui? Non. La France est venue nous aider pour chasser les terroristes. On est en train de chasser les terroristes. Le MNLA, il doit déposer les armes. S'il était à Tinzaouaten, je peux comprendre. Ou bien s'il était à Intedjedit, je peux comprendre. Qu'il y ait une interposition entre la ville de Kidal et Tinzaouaten, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, interposition entre qui? Est-ce que vous êtes pour ou vous n'êtes pas pour? Je ne suis pas pour parce que j'ai vu l'expérience qu'ils ont faite 17 ans au Congo. J'ai vu l'expérience en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas réussi. Je ne suis pas pour les casques bleus. Merci beaucoup. On était, mesdames, messieurs, avec nos invités venus de Kidal, lui étant le président des ressortissants ici à Bamako, le professeur Akori Ag Iknan, et le président du conseil régional de Kidal, Ameni Belko Maïga. On vous remercie. Merci d'être venu sur la ligne de front et à très bientôt. Notre mémoire, nos archives, qu'ils soient interpellés. Il faut que tous ces militaires qui ont pris les armes, qui prennent les armes régulièrement depuis de 90 à aujourd'hui, qui sortent, qui reviennent, qu'ils répondent devant la justice militaire. Je pense que dans un État démocratique, ils doivent répondre devant la justice. C'est à ce seul prix que les populations pourront s'asseoir et discuter. Moi, je ne peux plus parler de négociation. Je parle de dialogue. Pourquoi? Déjà, quand les différents mouvements, les chefs des différents mouvements sont interpellés par la justice,
Quand demain les élus seront interpellés par rapport à ce qu'ils ont fait, quand les militaires seront interpellés à ce qu'ils... On va dialoguer avec qui? Il ne va rester que les populations. C'est un dialogue, comme l'a dit le professeur Akori, c'est un dialogue intra- et intercommunautaire, intra entre nous et inter entre les autres communautés. Et la présence des casques bleus? Avant d'arriver au casque bleu, je voulais dire que nous sommes prêts. Actuellement, nous préparons, dans le cadre de la société civile, des missions de sensibilisation pour un mieux vivre ensemble. Actuellement, le COREN, la Coalition pour le Mali, et dans le cadre du Centre de dialogue humanitaire, beaucoup d'organisations veulent aller sur le terrain pour préparer le mieux vivre ensemble, qui est aujourd'hui quelque chose de très important. En ce qui concerne les casques bleus, honnêtement, personnellement, moi je ne vois pas les casques bleus, en général c'est une interposition. Interposition entre qui et qui? Non. La France est venue nous aider pour chasser les terroristes. On est en train de chasser les terroristes. Le MNLA, il doit déposer les armes. S'il était à Tinzaouaten, je peux comprendre. Ou bien s'il était à Intégélit, je peux comprendre. Qu'il y ait une interposition entre la ville de Kidal et Tinzaouaten, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, interposition entre qui? On a vu ce que Est-ce que vous êtes pour ou vous n'êtes pas pour? Je ne suis pas pour parce que j'ai vu l'expérience qu'ils ont faite 17 ans au Congo. J'ai vu l'expérience en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas réussi. Je ne suis pas pour. Est venu de Kidal, lui étant le président des ressortissants ici à Bamako, le professeur Akori Ag Iknan, et le président du conseil régional de Kidal, Ameni Belko Maïga. On vous remercie. Merci d'être venu sur la ligne de front et à très bientôt. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. La solidarité à l'endroit des forces armées et de sécurité se multiplie. Le groupe Azalea Hotel a initié ce matin une opération de don de sang. En plus du don de sang, le président a également annoncé la remise d'un chèque le 27 février prochain en guise de contribution à l'effort de guerre. Le don dont il est question a regroupé les travailleurs du groupe Azalea Hotel de Bamako. Suivons le reportage de Moussa Fan. Le groupe Azalea Hotel manifeste sa solidarité en faveur des forces armées et de sécurité. Il vient d'organiser un don de sang à l'hôtel Salam. L'objectif est de jouer sa partition dans la reconquête du Nord. Pour les organisateurs, cette action patriotique consiste à sauver des vies humaines. Nous donnons du sang en attendant de faire un don matériel à l'armée malienne. Un don de sang qui, j'espère, permettra donc de mettre à la disposition des forces armées, qu'elles soient maliennes, africaines ou françaises qui sont sur le théâtre des opérations, en cas de besoin, que des pochettes de sang soient disponibles. Le 27 février, nous allons rencontrer le ministre de l'économie et des finances et nous remettrons un chèque de la part du groupe Azalea pour contribuer toujours à l'effort de guerre et suite à l'appel du président de la République. Quand on m'a approché pour ce don de sang-là, j'ai profité de l'occasion parce que je sais que c'est un geste qui peut sauver la vie. C'est ça ma principale motivation. Et j'espère qu'ils auront un bon moral pour poursuivre les combats. Le président directeur général du groupe Azalea a également invité tous les Maliens à l'union sacrée derrière nos forces armées et de sécurité. La coordination régionale des pratiquants d'arts martiaux de Sikasso entend également jouer sa partition à l'effort de guerre. Elle vient de procéder à une opération de don de sang pour soutenir les forces armées et de sécurité. Ce samedi, au centre de promotion des jeunes, en présence des responsables de Sikasso et de la direction régionale de la jeunesse et des sports. Au RTM Sikasso, le reportage de Daouda Diakité. Ils sont plus d'une centaine de pratiquants d'arts martiaux, toutes disciplines confondues des 9 ligues de Sikasso, à se mobiliser pour cette opération de don de sang.
L'initiative se veut une réponse à l'appel des plus hautes autorités de notre pays pour soutenir les forces armées et de sécurité engagées en ligne de front pour la défense de la patrie. C'est une réponse que nous donnons à l'appel lancé par le président de la République par intérim pour soutenir notre armée nationale sur le champ de bataille. Il est important pour nous pratiquants d'arts martiaux de montrer également à la population de Sikasso qu'il ne s'agit pas seulement de pratiquer les arts martiaux dans les dojo, mais il faut se rendre utile à la population. Un geste hautement patriotique qui permet d'une part de renforcer le stock, mais aussi de pallier le déficit de sang dans les structures hospitalières. C'est une activité qui va en tout cas nous permettre d'avoir un stock. On pourra vraiment en tout cas faire face à un besoin éventuel, même en dehors de Sikasso. Les représentants du directeur régional de la jeunesse et des sports, Ataer Soufiane, et les responsables du centre de promotion des jeunes de Sikasso, Souleymane Diakité, tout en se réjouissant de l'initiative de la coordination, ont aussi invité d'autres associations et groupements à faire de même, car pour la nation, aucun sacrifice n'est de trop. En 5e région, Mohamed Sanou Niantao, un jeune ressortissant de Mopti basé en Guyane française, vole au secours des personnes démunies et déplacées de la commune urbaine de Mopti. Il vient de leur apporter une aide en denrées alimentaires et vestimentaires. À cela s'ajoute une contribution de 500 000 francs CFA à l'effort de guerre. Le reportage est signé Yacouba Maïga. Ils sont 45 ménages vulnérables constitués pour l'essentiel des femmes de la commune urbaine de Mopti à bénéficier des kits alimentaires composés de riz, de lait, de sucre, de farine et de sel. S'agissant des déplacés du Nord à Mopti, ils ont reçu 60 kilos de kits vestimentaires pour enfants et adultes. Le donateur s'appelle Mohamed Sanous Niantaou, un jeune ressortissant de Mopti, attaché scientifique basé en Guyane française. Là, j'ai eu l'idée avec des amis à moi en Guyane française de créer une association cette fois-ci en Guyane. Elle s'appelle ACEP, Association pour la solidarité entre le peuple. Et dorénavant, on va pouvoir faire aussi des actions là-bas en Guyane. Et les fonds qu'on récoltera serviront pour l'association ici pour continuer le travail qu'on est en train de mener. En plus de cet élan de solidarité manifesté aux personnes démunies, le jeune Niantaou a apporté une contribution de 500 000 francs CFA à l'effort de guerre. Tout ce que nous allons bâtir, tout l'effort que nous allons faire, c'est avec la jeunesse. Et sans eux, tout l'effort que nous allons entreprendre sera vain. Toutes ces actions viennent s'ajouter à d'autres activités de développement de la commune urbaine de Mopti, entreprises il y a 2 ans à travers le mouvement Mohamed Sanous Niantaou, dont le but principal est l'éveil de conscience chez les jeunes de Mopti pour jouer leur partition dans la construction locale. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Rendez-vous sur nos antennes pour le reste des programmes. Je vous souhaite de passer de bons moments à notre campagne.